On va recevoir, sous vos applaudissements, tout de suite, notre président du jury, Guillaume de Seine, pour une petite interview. Monsieur le Président, bonsoir. Il faudrait juste le micro pour Monsieur de Seine. Vous êtes un homme de parole, Guillaume de Seine. Je tiens à le saluer car on sait ce que sont les agendas des chefs d'entreprise. On les salue tous les 12 d'être là ce soir. Je le disais aussi devant le jury cet après-midi. On le saluait avec messieurs Chapotin et puis Christophe Galichon. Ça fait 4 ans qu'on a tous les ans les 12 chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui viennent. Il n'y en a pas un qui un jour nous a dit « je ne peux pas venir », c'est vous dire si c'est important. Et vous êtes aussi un homme de parole parce qu'il y a 18 mois, on s'était parlé et vous m'aviez dit « je ne peux pas venir sur ce jury, mais je vous promets, je serai là l'année suivante ». J'avais raccroché en me disant « très gentil, monsieur de Seine, on le rappellera, on verra ». Et je salue votre parole. Vraiment, c'était très très sympa. Je salue aussi l'engagement d'Hermès auprès du journal de la Charente Libre, puisqu'ils ont eu un de vos cadres, et non des moindres, le président de la Fondation, qui est venu témoigner sur cette implantation, parce que cette implantation Hermès, elle est un peu historique. On va revenir un peu dans l'arbre généalogique, parce qu'il faut le rappeler, la maison Hermès aujourd'hui reste une maison totalement familiale, et on va remonter à l'histoire d'un de vos oncles qui est venu un jour installer une partie de l'activité dans cette Nouvelle-Aquitaine. Oui, en effet, Jean-Louis Dumas, qui était donc mon oncle et qui a été pendant presque 30 ans le patron de la maison, et un patron très dynamique qui a vraiment développé énormément Hermès, notamment à l'international. C'est lui qui a lancé dans les années 80 une nouvelle activité qui était la porcelaine, avec un style très particulier. Au fond, il voulait mettre le carré de soie dans l'assiette, ce qui était assez nouveau par rapport aux critères de notamment la porcelaine de Limoges classique. Bon, bref, ça a très bien fonctionné, et ça fonctionne toujours très bien. C'est un métier qui a beaucoup de succès. Et à un moment, il a voulu avoir sa propre manufacture de décors. Et il a repris on lui a proposé à Nontron un site de production de Adidas qui fermait. Et c'est une assez belle histoire parce que c'était en 93, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et c'est une assez belle histoire parce qu'il n'a pu reprendre que, je crois, un tiers des effectifs. Sauf que depuis, à la porcelaine, s'est ajouté un site de confection de cravates et puis une maroquinerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nous avons plus de 500 salariés à Nontron. Alors ça, on parle de la Dordogne seule. Depuis, on vous a vu vous installer à Montbron en Charente, même si c'est très près de cette partie aux confins des 2 départements. Et puis là, on en parle beaucoup en Gironde. C'est l'arrivée d'Hermès à Saint-Vincent-de-Paul. 250 emplois qui vont être créés dans une manufacture et qui, paraît-il, va être magnifique aussi bien vu de l'extérieur que de l'intérieur. On peut dévoiler quelques petites informations ce soir. Nous essayons à chaque fois d'avoir un vrai projet architectural. Parce que Jean-Louis Dumas, toujours lui, disait il faut être dans du beau pour faire du beau. Donc c'est vrai que la maroquinerie que nous avons à Montbron, à côté d'Angoulême, est une assez belle réalisation. Là, c'est un autre architecte, un architecte de Bayonne, et ça va être très beau. Oui. Ça va être très lumineux, très transparent, ça va être très chouette. Et pour faire du beau, il faut des gens très formés. Vous avez un gros investissement en matière de formation. On l'avait suivi à l'époque dans votre développement en Charente. Vous aviez fait un joint venture entre guillemets avec un lycée technique pour former les gens. Je sais que là aussi, il y a des gros programmes de formation parce qu'on parle de 250 emplois en ce moment en cours de recrutement en Gironde. Mais vous êtes en train aussi de créer 130 emplois à Saint-Junien, sur la Ganterie, qui est une autre histoire que développe Hermès. Comment vous choisissez et comment vous accompagnez ces futurs professionnels dans des métiers qui quelquefois ont disparu ou presque ? Alors, c'est vrai que les savoir-faire que nous pratiquons sont très particuliers puisque l'histoire de notre maison, notre fondateur, était un artisan harnacheur. Et donc, il fabriquait des harnais. Et donc, le savoir-faire que nous mettons à l'œuvre, c'est un savoir-faire de sellerie-maroquinerie. Ce qui fait que nous formons nous-mêmes les futurs selliers maroquiniers. C'est un processus qui prend jusqu'à 12 à 15 mois, donc c'est un investissement important, à la fois pour le salarié et puis pour nous. Et cette formation se fait en interne par des artisans de chez nous. Donc là, ça a commencé par exemple à Ambarès et Oui. ça va continuer sur cette durée de plus d'1 an. Ça fait forcément rêver, il y a pas mal de décideurs ici, il y a des responsables de CCI, des élus, tout le monde se dit mais comment ils choisissent leur site d'implantation et comment je suis le prochain à accueillir à l'atelier, puisqu'on parle même d'un futur nouvel atelier en Gironde. Comment vous les choisissez, et excepté Saint-Vincent-de-Paul, pas trop loin de la métropole, souvent en milieu rural, ce qui n'est pas forcément la facilité? Alors on a un critère de choix qui est extrêmement scientifique, c'est
d'où vient la maman du responsable de l'activité. Parce qu'on est dans les Ardennes, parce qu'à une époque, il était ardennais. On est allé en Charente, parce qu'Olivier Fournier, qui s'occupait à l'époque de ça, est Charente et d'Angoulême. Non, je plaisante, mais c'est pas complètement. Nous essayons d'être dans une logique de pôle. Par exemple, nous avons un pôle de 3 sites en Franche-Comté. Et là, nous étions venus là parce qu'il y avait une école privée de formation au métier de la maroquinerie. On essaye quand même de s'implanter dans des territoires avec des traditions manufacturières. Ce qui était le cas de Montbron, puisqu'il y avait de la charentaise, de la chaussure. Mais nous sommes sur plusieurs projets en ce moment, ce qui est une bonne nouvelle parce que la maison va fort bien. Je pense que là, il y a des gens qui vont regarder l'organigramme de Munch Hermès pour voir s'il n'y a pas des gens de chez eux parmi les 4 dirigeants pour les appeler en disant « Dites donc, j'ai entendu que c'était comme ça que ça se passait ». Plus sérieusement, au-delà de votre casquette de dirigeant d'Hermès, vous êtes aujourd'hui président du comité Colbert. Il faut rappeler ce que pèse aujourd'hui le comité Colbert. C'est juste le comité qui réunit l'ensemble des entreprises de luxe de France. C'est juste quelque chose de colossal. Et puis, vous présidez aussi un comité stratégique mode et luxe, ce qui vous permet, alors ne me dit pas toutes les semaines, mais d'être à la table du président, c'est mardi dernier, mais qui vous permet surtout de nous parler de comment se porte le luxe, produit ô combien français. Est-ce qu'on peut dire que 2019 a été une très belle année ? 2019, il n'y a pas les résultats définitifs, mais ça sera sans doute une très belle année pour le luxe, et notamment pour le luxe français. C'est évidemment un secteur d'excellence pour notre pays. Nous sommes leaders incontestés. Et je dirais que si on regarde les marques italiennes, parce que l'Italie est peut-être l'autre pays du luxe, eh ben les marques italiennes qui vont bien, c'est les marques qui appartiennent à des Français. C'est Gucci, c'est Fendi, c'est Bulgari. Celles qui sont indépendantes ne sont pas si vaillantes. Donc la France a un leadership. Et au fond, c'est le soft power à la française. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit toujours que quand il voyage, on ne lui parle pas de tel ou tel, on lui parle de Chanel, on lui parle de Dior, on lui parle d'Hermès sans doute, oui, aussi. Donc c'est, pour donner un chiffre, le comité Colbert, qui n'a pas tout le luxe, mais qui a 83 marques, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires et 85% à l'export. Donc c'est vrai qu'avec l'aéronautique, nous sommes l'autre secteur fort à l'exportation. Alors 2020 s'annonce avec par contre des petits, pour l'instant on espère petits, en tout cas quelques nuages noirs. Comment vous réagissez d'ores et déjà à le chantage économique peut-être du président Trump, première question, et comment vous observez ce virus qui est en train d'effrayer une partie du monde et qui est en train de naître en Chine au moment, et on le sait, où les Chinois sont de gros consommateurs de luxe, et à une période qui plus est, vous m'en parliez tout à l'heure, le Nouvel An chinois est devenu pour vous un moment clé et crucial des ventes. Alors, on sait par le président Trump. C'est vrai que notre secteur, pourquoi toutes ces entreprises ont grandi et sont devenues... je vous rappelle que LVMH, qui est évidemment le plus grand groupe de luxe, est aujourd'hui la plus grosse société française en termes de capitalisation boursière. Et nous-mêmes, nous avons eu une période de très forte croissance, puisque nous avons triplé de taille dans les 10 dernières années. Donc, toute cette croissance, elle a été rendu possible évidemment par l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, l'accès à des pays qui se sont enrichis, et bien sûr les pays d'Asie, bien sûr la Chine, mais pas seulement, la Corée, Taïwan et d'autres pays dans la zone. Donc je dirais que notre métier a besoin d'un monde ouvert. Tout ce qui est un risque de barrières douanières n'est pas très favorable pour notre activité. Donc voilà, et les menaces, on en entend parler assez régulièrement. Donc on va vous suivre avec attention. Juste sur cette croissance extraordinaire que vous allez pouvoir porter avec de nouveaux produits, on peut en parler ce soir, ça commence à se savoir un petit peu. Vous arrivez sur un marché nouveau pour vous, vous arrivez sur le cosmétique, on sait déjà que vous lancez un rouge à lèvres. Qu'est-ce qui fait qu'Hermès justement va aller vers ce marché-là où il y a justement une concurrence juste dingue ? Une des caractéristiques d'Hermès depuis 183 ans, c'est de faire tout nous-mêmes. Pas en fabrication, mais quand même à peu près 70% des produits vendus par Hermès sont fabriqués par Hermès. Mais en tout cas, nous ne donnons jamais de licence, nous ne concédons jamais de licence ou bon. Donc le parfum a été une activité lancée par, à l'époque, mon arrière-grand-père dans les années 50. Mon père s'en est occupé d'ailleurs.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On a une assez jolie position en parfum, on a des très, très jolis parfums, mais ce métier de la beauté mondiale, en fait, il est plus dynamique sur le maquillage et le soin. Et notamment en Asie, l'Asie, traditionnellement, ne se parfume pas beaucoup. Au Japon, c'est même mal élevé de se parfumer trop agressivement, parce que si l'autre peut vous sentir, c'est comme une agression. Alors évidemment, ça ne facilite pas le développement du business. Bon, c'est un peu en train de changer avec les jeunes générations. Tout ça pour dire que nous percevons qu'il y a beaucoup de potentiel dans le maquillage, même si c'est un métier, un marché où il y a déjà des très grands concurrents. Donc on va essayer d'arriver dans ce marché avec notre touche, notre qualité, notre créativité, d'avoir un beau produit. On va vous suivre aussi. Dernière question. 4 mars, c'est à vendre le 4 mars. Dernière question, ils sont là, les 12. Vous avez été, je le dis sincèrement et publiquement, un excellent président de jury qui avait bien préparé les dossiers. Qu'est-ce que vous retenez de cette photo instantanée, de ces 12 visages, 12 entreprises ? Quelle image ça vous donne de cette Nouvelle-Aquitaine ? Alors écoutez, j'ai été impressionné par les dossiers qu'on nous a présentés. J'ai trouvé que chacun avait sa place dans cette sélection. J'ai été bluffé par certains dans des endroits que je ne soupçonnais pas, des départements que je ne soupçonnais pas. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que j'ai retrouvé dans un certain nombre des concurrents un écho de ce que nous constatons quand nous arrivons dans un territoire. Quand nous arrivons à Montbron en Charente, qui n'a plus d'entreprise, qui a perdu plusieurs entreprises, nous créons donc 280 emplois. Eh bien, c'est la vie qui repart, c'est les écoles qui repartent, c'est des commerces de proximité, etc. Et la plupart des candidats que nous avons examinés cet après-midi, je suis sûr, jouent ce rôle-là dans leur région. Donc ça m'a bien plu. Une note d'espoir pour conclure. Mesdames, Messieurs, Guillaume Dessen, notre président du jury. Merci Guillaume Dessen.